La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Enviumée nous serait venue de l'Occident et donc que ce concept créé dans un environnement donné, un environnement social, politique, culturel et tout, et qu'en conséquence, du fait de sa spécificité de création, on ne saurait l'universaliser, on ne saurait l'exporter. Il y a beaucoup de nos collègues, on a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Béninois, historiens qui ont écrit dans ce sens pour rappeler, pour essayer de ressortir dans l'histoire précoloniale de l'Afrique des traces de vie démocratique qu'on aurait connues, que nos sociétés anciennes auraient connues, soit en montrant la place des jeunes dans le fonctionnement de la société, la place des femmes, etc. Et donc, il y a eu une abondante littérature dans le domaine qui montre très bien que donc on avait nécessairement eu par le passé des pratiques. En conséquence, au lieu de se retourner vers les Occidentaux pour copier à la lettre ce qu'ils ont fait, nous ferions mieux que nous retourner dans l'histoire de nos ancêtres pour trouver les traces de ce que nous recherchons aujourd'hui. Évidemment, je dis que c'est une contestation douce parce qu'elle n'est pas allée jusqu'à la mise en cause de l'idée même de la démocratie. Et c'est juste une idée au fait qu'on peut trouver des sources d'inspiration ailleurs que dans la culture occidentale. Le seul problème, et c'est bien là la difficulté de l'affaire, c'est qu'à ce jour, aucun de ces acteurs n'a réussi à nous ressortir un modèle consensuel qu'on aurait vécu par le passé et qui nous suffirait juste de le garder aujourd'hui. On j'attends toujours à ce jour la construction de modèles, ou en tout cas la résurrection de modèles anciens qui auraient existé et qui feraient aujourd'hui l'unanimité de l'idée démocratique. Ça n'existe pas encore. Peut-être que ça viendra. Et donc c'est pour ça que je considère ça comme une contestation douce. Mais la contestation la plus violente, qu'ils appellent la contestation âge, c'est justement la remise en cause même de l'idée de la démocratie. La remise en cause même de l'idée de la démocratie. Et elle est structurée autour de 2 ou 3 arguments simples que j'entends bien. Et elle est souvent portée, si la première elle est portée par les historiens et les socio-anthropologues, la deuxième elle est portée beaucoup plus par les économistes de notre continent et aussi d'une certaine manière par les juristes. Alors, la première idée est simple. Ils nous disent, en réalité, de quoi a besoin l'Africain, de quoi a besoin le Togolais, le Béninois, le Camerounais. Il a 5 besoins fondamentaux: manger, se nourrir, s'éduquer, se loger et s'habiller. Automatiquement, la question qui se pose derrière, c'est de savoir si la démocratie permet de satisfaire ces besoins. Et ils répondent sans état d'âme par la négative. Ils estiment que dans l'histoire de l'humanité, aucun pays n'a été développé ou n'a été démocratique avant d'avoir été développé. Ils estiment au contraire qu'il faut avoir fait la dictature, travailler à la satisfaction des besoins essentiels, puis seulement après, dans le deuxième temps, la revendication des libertés apparaît comme un processus naturel. Et donc, ils prennent pour exemple, sous nos yeux, la Chine, qui est devenue la première puissance économique du monde. Et que de toute façon, dans leur esprit, après Tiananmen, il y aura des processus de revendication démocratique qui permettront précisément de satisfaire les besoins. Aujourd'hui,
pour eux, la Chine sera démocratique. Mais elle sera un moment où elle aura fini avec ces problèmes de développement. Ils prennent souvent l'exemple plus proche de chez nous, le Rwanda, où après le génocide, ces 20 dernières années, on a senti une espèce de reconstruction économique, politique, que beaucoup de gens prennent aujourd'hui en exemple, notamment l'actuel président français, qui n'a rien trouvé d'autre que de soutenir la candidat de ce pays, comme le Rwanda, la tête de la France. C'est sa conception. Et c'est une idée qui fait beaucoup de chemin au sein des élites africaines. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité autour de laquelle se structure cette contestation, c'est précisément cette période électorale plus ou moins trouble, quand on ne voit pas le régime en place partir avec les urnes, on voit des contestations violentes, etc. Et donc les gens se disent finalement, à quoi ça sert d'aller vers un système démocratique si les temps forts de cette vie démocratique qui sont censés être a priori des périodes de fête, c'est-à-dire les élections, débouchent inexorablement dans des situations de crise. Alors, pourquoi ne pas éviter ça au plus? Peut-être estime-t-il, c'est parce que le peuple n'est pas encore mieux. Donc, mettons la démocratie en parenthèse, continuons avec la dictature, et après, on verra. Et le troisième argument qu'ils évoquent pour soutenir leur thèse, c'est les mêmes arguments que les sociaux-anthropologues, mais à l'envers. Ils estiment que, de la même manière qu'ils constatent que nos sociétés précoloniales ont eu des traces de vie démocratique, ils estiment que l'un des aspects positifs de cette vie-là à tirer, c'est précisément que dans nos sociétés, le chef ne connaissait pas son successeur de son tour. En conséquence, on légitime dans la démocratie moderne le mandat à vie, où on n'accepte pas certaines expressions qui tendraient à limiter les mandats. Et donc, on se dit qu'il faut mieux laisser le chef là, le temps qu'il faut, et quand il mourra, on travaillera à son remplacement. J'entends bien ces arguments-là, ces trois arguments, qui sont très à la mode et qui font beaucoup de chemin. Malheureusement. Et comme je dis, les tenants de ce langage-là sont très nombreux aujourd'hui dans les allées de pouvoir des États africains. Lorsqu'ils ne sont pas tout simplement au pouvoir eux-mêmes. Ils sont conseillés par des gens qui défendent ces textes. Et du coup, c'est ce que j'appelle le néo-développementalisme à l'africaine. C'est-à-dire qu'ils construisent un modèle dans lequel on dirait que sur le plan politique, il nous faut une dictature, mais on l'appellerait dictature éclairée, parce que dictature ça fait sauvage, ça fait récoltable, ça fait une vieille période. Mais voilà, on l'appellerait dictature éclairée. Et sur le plan économique, on construirait un libéralisme économique, mais qui ne profiterait, en tout cas dans lequel la famille au pouvoir et ses affiliés sont un entourage large, sont les principaux bénéficiaires. Et on se contenterait de ça. En réalité, et c'est là où je disais que nous sommes au niveau des élites intellectuelles dans la tricherie permanente. Tricherie permanente parce que aucune de ces thèses, finalement, ne tient à doute en réalité. Aucune. Aucune. Elles sont sans doute séduisantes, parce que faciles, parce que surtout garantissant les intérêts de ceux qui sont en place. Mais en aucun cas, c'est une expression difficile à utiliser de tous. Donc j'éviterai de l'utiliser une seule fois. Mais elle n'évite pas le débat. Lorsque, par exemple, et c'est là où on voit bien la tricherie, lorsqu'on vous dit, par exemple, que dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est démocratisé
avant de se développer ou de se développer avant de s'être démocratisé. Non, plutôt de s'être démocratisé avant de se développer. C'est inexact. C'est inexact parce que cela veut dire qu'on a une conception un peu statique du développement et une conception statique de la démocratie. Or, c'est des notions essentiellement dynamiques qui s'adaptent à chaque État. Et j'ai presque envie de dire que l'histoire du processus démocratique mondial est une histoire de l'évolution de l'universalisme. Il y a toujours eu de la démocratie, mais probablement ceux qui en profitaient n'étaient pas les plus nombreux. Et donc, la conquête de l'universalité, non pas de l'universalisme, de l'universalité de la démocratie, du suffrage universel, du respect des droits de l'homme, était en fait le vrai problème à la base. Donc on ne peut pas conclure que parce que, par exemple, il y a souvent entendu cet exemple qui est donné, parce qu'à un moment donné, en Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de démocratie en Afrique du Sud. Non, il y avait une démocratie qui ne profitait qu'à la minorité. Et donc le combat des droits a été d'élargir le caractère universel de cette démocratie-là. C'est pareil partout. Et donc, c'est trop facile de laisser croire à des gens que dans l'histoire de l'humanité, parce que cette phrase qui emploie le mot utile particulièrement, dans l'histoire de l'humanité, il n'y aurait jamais eu un pays développé parce que démocratique. Ce faisant, autant ils soutiennent la Chine, autant ils sont incapables de voir sous mesure l'évolution de l'île Maurice, l'évolution de la Namibie, l'évolution du Ghana, du Tchad, etc., qui sont des pays démocratiques et qui prouvent à la face du monde que l'on peut être démocratique et avancé. Et donc c'est un cliché intellectuel relevant de la tricherie intellectuelle que vous affirmez que dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est démocratisé avant d'avoir été démocratique. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Là où ils disent, par exemple, que dans l'histoire de l'Afrique, parce que nous avons eu des traces de l'unité démocratique, je veux bien, mais que ce soit dans un système dictatorial ou dans un système démocratique, les jeunes ont toujours joué leur rôle, mais si dans un système dictatorial où le compte du régime du parti État, les femmes ont toujours joué leur rôle, et c'est par le groupe que je enseignerai l'histoire des anglaises et puis ensuite, depuis quelques temps, des femmes du parti unique, qui ont très bien fonctionné. L'histoire des associations des étudiants qui ont été organisées pour défendre les intérêts du régime en place, tout le monde connaît ça. Mais ça caractérise pourtant le système démocratique. Donc ce n'est pas le fait que l'on dise qu'il y a une participation des jeunes, une participation des femmes, une participation des trans de la société, qui fait une dictature ou une démocratie. Quel que soit le système politique, toutes les formes de la société participent à la vie du pays. La différence, c'est la nature et le fonctionnement de cette participation-là. Mais là où la tricherie me semble avoir atteint le comble, c'est précisément sur le débat autour de la finalité de la démocratie. Dire que parce que les besoins fondamentaux des Africains sont des besoins de logement, d'alimentation, d'éducation, d'habillement, et donc en conséquence, tant qu'on n'a pas satisfait ces besoins-là, on ne peut pas parler et on ne doit pas parler de démocratie. Il me semble une super génie intellectuelle extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce faisant, et je ne doute pas un instant qu'ils ne savent pas, ceux qui sont les défenseurs de cette thèse-là, ce faisant, ils confondent la finalité de l'État et la finalité de la démocratie. Il n'a jamais été dit nulle part que c'est la démocratie qui donne à manger. Il n'a jamais été dit nulle part que c'est la démocratie qui permet de s'habiller. Il n'a jamais été dit nulle part que c'est la démocratie qui permet d'être éduqué, etc., etc. Non. La démocratie doit être entendue comme une étape supérieure
de la construction de l'État. La responsabilité de satisfaire, c'est l'obligation de l'État et non pas de la forme de fonctionnement de l'État. Autrement dit, un État dictatorial comme un État démocratique peuvent très bien satisfaire les besoins. La seule différence se situe au niveau des coûts, du coût à payer pour atteindre les objectifs. Dans le système dictatorial, il est beaucoup plus lourd, le coût humain, parce que simplement on prive les populations de liberté. On est capable de les faire disparaître pour un oui ou non. On est capable de les enfermer pour un oui ou un non, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Alors qu'en démocratie, ce n'est pas possible. Et donc, au total, il faudra retenir l'essentiel que la démocratie, c'est deux piliers essentiels. Le premier, c'est l'état de droit. Et le deuxième, c'est les droits de l'homme. Ce n'est que ça, la démocratie. La démocratie, c'est l'état de droit et les droits de l'homme. Les droits de l'homme, parce que on s'est rendu compte, je trouve d'ailleurs pas suffisamment tôt, qu'ils sont, comme on dit, supérieurs et antérieurs à l'État. Les droits de l'homme existent par le simple fait de l'existence de l'homme. Et donc, en conséquence, respecter les droits de l'homme, c'est juste respecter l'étape supérieure des objectifs initiaux de l'État. Et l'état de droit, à contrario, c'est quoi? C'est le l'État dans lequel le droit ne s'applique pas seulement aux citoyens, il s'applique aussi bien aux citoyens, c'est-à-dire au gouvernement et au gouvernement. L'état de droit, ce n'est que ça. C'est l'élargissement du droit à l'État et donc au gouvernement. Et c'est là que je te rappelle l'origine de l'État. L'État a été créé, quand on reprend la thèse de Thomas Hobbes, d'abord et avant tout pour assurer la sécurité des individus. Thomas Hobbes estimait qu'avant l'État, il y avait ce qu'il appelait l'état de nature. Et l'état de nature, c'est ce qu'il décrivait comme étant une jungle à l'intérieur de laquelle les plus forts pouvaient par la force atteindre leurs objectifs, défendre leurs intérêts, et les plus faibles, par la ruse, pouvaient également venir à coup des plus forts. Et donc, en conséquence, la sécurité des biens de personnes était garantie. Or, le bien le plus précieux, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la vie. Donc, pour cela, il fallait qu'on mette en place une structure qui nous garantisse que l'intérêt de la sécurité des biens de personnes. Et c'est dans la recherche de cette solution qu'on a trouvé l'État. Et donc, la finalité essentielle de l'État, c'est de garantir la sécurité individuelle et collective de ses citoyens. C'est pour ça que parfois je suis un peu dur dans cette société qu'un État qui tue ses citoyens perd en légitimité, parce qu'en réalité, il a été créé pour garantir cette sécurité. S'il commence par la gouvernement cause, forcément, il perd de sa substance et il perd la perte de sa finalité. Et donc, c'est dans la recherche du plus de sécurité individuelle et collective qu'on a inventé la nouvelle étape que nous connaissons très bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'étape des droits de l'homme. On est aujourd'hui à la recherche aussi bien des droits de première génération, c'est-à-dire les droits civiques et politiques, les droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits économiques, les droits de troisième génération. Et aujourd'hui, on parle des droits de quatrième génération, qui est la bioéthique, et puis la l'éducation environnementale, le développement, etc. Mais tout cela n'a qu'une seule finalité, c'est l'épanouissement de l'individu, c'est le renforcement de sa sécurité individuelle et collective. Sinon, à quoi ça sert de dicter les droits de l'homme en dehors de cette finalité? Ça n'existe pas, ça n'aurait même pas de sens. Et donc, en conséquence, la démocratie, qui est, à mon sens, de façon simple, qui n'a même pas besoin de fioriture, c'est de dire que c'est une étape nouvelle pour renforcer la finalité première de l'État, qui est les droits de l'homme, qui est la sécurité individuelle et collective. Aujourd'hui,
On ne parle même plus de sécurité, on parle d'épanouissement individuel. L'État peut faire autre chose que de travailler à l'épanouissement individuel de ses citoyens. S'il n'est pas capable de faire ça, il n'a rien à faire là. Alors, comment peut-on avoir cette finalité très clairement définie et en même temps dire qu'il faut une dictature de développement qui suppose la confiscation des libertés, la confiscation des droits individuels, etc. C'est juste le paradoxe que les intellectuels africains, parmi tous, bien évidemment, ce serait désespérant, mais ceux qui sont dans les années de pouvoir et qui ne pensent finalement qu'à leurs intérêts individuels et personnels, ce sont là les thèses qu'ils défendent et qui montrent très bien pourquoi finalement, dans nos sociétés, nous avons autant de mal à construire la démocratie. Qui aurait dû être une banalité. Parce que pour respecter les droits individuels, il faut que l'on sanctionne celui qui les viole et celui qui les viole le plus, c'est l'État. Tout simplement. Et donc, parce qu'ils ont peut-être envie d'aller vite, de violer les droits des autres, ils estiment qu'on change la finalité. La finalité, ce n'est plus la sécurité des individus, mais ce sont les satisfactions fondamentales, les besoins fondamentaux, de manger, de ceci. Et c'est là où je finis l'introduction à ma réflexion. C'est qu'ils sont souvent oubliés que de 1960, quasiment, à 1990, nos pays africains ont vécu en fait dans une dictature de développement. À l'époque, on ne parlait pas de dictature de développement, c'était la dictature pure. Et quand en 1990, les pays noirs ont demandé puis obtenu la conférence nationale, le Bénin, après près de 20 ans de dictature, n'était pas un pays développé. Au contraire, c'était une faillite de l'État, aussi bien dans sa dimension économique, politique, sociale que culturelle. C'est la même chose au Togo. En 1990-91, avec le volet en commencé de le Togo n'était pas développé. Et pourtant, c'était pas une démocratie. Donc on ne peut pas, comme ça, avoir la mémoire courte et dire seule la dictature peut satisfaire ces besoins. Nous avons connu notre expérience de dictature, nous n'avons pas eu de développement. Donc c'est pour ça que je pense que la démocratie devrait être déclarée partout dans l'Afrique une cause nationale. Parce que, et c'est là la différence fondamentale entre nous et encore les Occidentaux, et que les Occidentaux ont réglé ce problème définitif. Vous ne trouverez pas une seule élite en Europe qui remet en cause la démocratie. On peut remettre en cause sa forme, sa participation, on peut améliorer tous les recours. La différence avec nous, c'est que vous avez encore une grosse de nos intellectuels qui n'en sont pas encore convaincus. Et c'est pour ça que les systèmes politiques ne sont pas stabilisés. Et c'est aussi pour ça que malheureusement, les opinions n'émergent pas quelque part. Et c'est donc ça qu'il faut commencer par faire. C'est quand on aura fini de faire ça, je pense que dans 10 ans, ce serait parfait parce que sinon je ne comprends pas pourquoi au Togo, et qui s'encore une situation actuelle que depuis 30 ans, face à une revendication, mais que jamais on n'ait les résultats nécessaires. Au point où toutes les institutions sont décrédibilisées, y compris les internationales. Quand je lis dans les réseaux sociaux l'appréciation des Togolais sur la CEDEAO, c'est juste impressionnant. Mais enfin, il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Et voilà, je n'ai pas de choix particulier en tant que Togolais. C'est l'écrit de l'esprit de ce Dieu qui s'explique que c'est pas là de commencer. C'est également pas mal de définir. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.